répondre donc à cette question, la recherche peut-elle contribuer à l'optimisation de la performance olympique? Est-ce que c'est simple de répondre à cette question? Non, évidemment non. Bonjour. Non, alors c'est en forme de question. Et d'abord, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que la performance, elle est d'abord la réalisation de l'athlète et de son encadrement, de son staff. Donc ça, c'est la première chose. Et bien évidemment, la science ne peut absolument pas tout rationaliser. Ce serait illusoire de penser ça. En revanche, probablement que ça peut nous aider à réduire les incertitudes et à prendre des décisions éclairées, en tout cas en ce qui concerne les staffs. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi qu'on pourrait faire, c'est se poser la question inverse, c'est est-ce que la performance peut aider la recherche à produire des connaissances d'une autre manière, peut-être de manière plus efficace. Et en tout cas, dans ce domaine très particulier de la haute performance, qui est très exigeante, il est probable que c'est comme ça que ça se construit, dans des allers-retours entre staff, athlètes et puis chercheurs scientifiques. Voilà. Vous allez nous expliquer comment alors précisément? Alors, expliquer non, mais essayer de donner un peu un point de vue, parce que c'est quelque chose qu'on réalise effectivement tous les jours à l'INSEP, mais pas simplement, hein, dans les territoires également. Comment ça se construit? Donc je parlais de cette relation entre athlète, coach et entraîneur. L'idée, c'est finalement d'aller construire des pratiques qui sont un peu plus étayées scientifiquement. Là, j'avais pris cette illustration, effectivement, ce dessin de Hub qui est assez intéressant. Ça a été un peu évoqué ce matin. Gardez à l'esprit que oui, on a la technologie, oui, on a les mesures, mais la performance reste avant tout humaine. Donc dans les slides précédentes, j'essaie d'illustrer un petit peu la manière dont on essaye de construire les choses. Donc c'est cette relation, la construction d'une problématique, elle va se faire dans ces allers-retours et dans des temps privilégiés de proximité entre le chercheur et l'athlète, si on veut adresser des connaissances qui vont être utiles pour ces publics très particuliers, qui ont des gestes évidemment techniques très évolués, avec des propriétés qui ne sont pas celles de monsieur tout le monde. Cette proximité va être importante pour créer une relation de confiance et puis des travaux de qualité. Ouais. Avec quels objectifs concrètement? Donc je disais, l'idée, ça va être de construire des savoirs étayés scientifiquement et qui vont avoir du sens d'un point de vue écologique, en situation réelle d'entraînement ou de compétition. Ça va vraiment être l'objectif. Et donc ce que la communauté scientifique et sportive essaye de promouvoir aujourd'hui, c'est la notion de staff intégré, c'est-à-dire le fait d'intégrer directement au sein des staffs ou à proximité. J'avais l'occasion d'en discuter avec des collègues en coulisses, des scientifiques qui vont vraiment être au sein des staffs pour essayer de répondre, apporter des solutions le plus vite possible. Et là, tout de suite, on voit qu'on n'est pas dans la même temporalité que la construction de savoir, qui peut être un peu plus longue. Là, l'entraîneur, il va lui falloir une solution la plus rapidement possible exploitable. Voilà. On va faire défiler les slides que vous nous proposez. Alors, on appelle ça quoi, des sports scientistes? Voilà, alors les anglo-saxons utilisent ce terme. En français, on est un peu toujours gêné parce qu'on a plusieurs termes, mais la notion d'accompagnateur scientifique pourrait convenir, expert scientifique, différents thèmes qui sont utilisés. Et alors, voilà, il y a quelques illustrations de travaux que des collègues ont pu être amenés à réaliser. Donc, vous voyez cette proximité, cette présence sur les sites. Et puis, sur la photo suivante, un petit peu la manière dont les choses peuvent se construire, une illustration de la manière dont ça peut se construire. On va finalement essayer d'identifier une problématique scientifique, mais qui va avoir du sens pour l'atteinte de la haute performance. Et ça va se passer dans des chambres d'hôtel, autour d'un café, dans des moments un peu privilégiés comme ça, où finalement on réinterroge cette question et on va essayer d'aller vers la construction de projets qui peuvent être plus ou moins appliqués. Donc il y a des modèles qui existent dans la littérature, je ne vais pas les décrire ici, mais qui ont essayé de formaliser un peu ce processus de construction de projets de recherche autour de la haute performance, de l'identification de la problématique, au balayage un peu des connaissances scientifiques pour essayer d'extraire des facteurs de performance, regarder dans des études de laboratoire si ces facteurs de performance existent, s'il y a un lien de causalité. Et puis ensuite, ce qui va vraiment intéresser les entraîneurs, c'est mettre en place des études, ce qu'on appelle interventionnelles, où là, on va essayer d'identifier quelles sont les méthodes d'entraînement, de préparation qui vont être optimales pour l'atteinte des objectifs visés. Ça peut se faire en laboratoire, mais ça peut, et ça, c'est vraiment ce que le coach recherche, se faire en conditions réelles d'entraînement. Ça, c'est vraiment le Graal. Et on en parlait ce midi. Là, on touche à des freins. C'est ce que disent aussi les collègues qui ont essayé de formaliser ça. Vous aurez une intervention de Martin Buchette, qui est un des experts reconnus dans le domaine aujourd'hui, qui a fait face à ça dans plusieurs métiers qu'il a réalisés. C'est finalement des contraintes liées au niveau, la disponibilité, les blessures, l'acceptabilité par les athlètes, répondre à ces contraintes-là avant même de leur proposer des choses innovantes sur le plan scientifique.
On a vu des images il y a quelques instants. Vous pouvez parler peut-être d'exemples concrets. On a vu des images qui sont encore derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'elles racontent, ces images, justement? Oui, alors là, on est dans un contexte extrêmement particulier avec les Jeux de Paris qui arrivent en 2024. Donc l'État s'est engagé dans le cadre d'un programme prioritaire de recherche, dans le cadre du PIA 3, pour soutenir un certain nombre de projets. Donc il y a eu 2 vagues de 6 projets retenus. Alors ça touche à des domaines variés, hein. La performance paralympique, la planification de l'entraînement, l'interaction matérielle, et puis également un exemple qui est la prévention de la blessure. Donc dans le cadre d'un projet que je coordonne, il faut bien prendre une illustration si on veut être un petit peu concret. Et là, on a suivi finalement un peu tout le processus que je viens de décrire, c'est d'interaction avec les staffs, essayer d'aller identifier une question qui se pose. Là, en l'occurrence, c'était la présence assez fréquente, récurrente de blessures musculaires, notamment dans les activités de sprint à haute vitesse. Et c'est une problématique qui était rencontrée par les athlètes français, en particulier ceux qui préparaient les Jeux Olympiques. Donc ça concernait vraiment cette population. Et puis au niveau international, c'est aussi une problématique extrêmement prégnante, malgré un investissement assez important de beaucoup de centres médicaux de recherche. Donc l'idée, ça a été, sur la base de cette question, d'essayer de proposer un projet qui va suivre un petit peu les étapes que je proposais tout à l'heure. Donc de faire cette veille scientifique pour identifier un certain nombre de paramètres qui peuvent expliquer, qui peuvent être liés au risque de blessure, et peut-être essayer aussi d'intégrer des paramètres que nous, on avait identifiés comme supposément être liés à ce risque de blessure. Et surtout, et ça a été vraiment ce qu'a permis ce programme prioritaire de recherche, essayer d'avoir une approche globale et pas simplement isolée. Parce qu'une des raisons pour lesquelles certainement on a du mal à résoudre ce problème, c'est qu'on a des approches qui sont trop ciblées. Et donc là, l'idée, et c'est ce qu'a permis le programme prioritaire de recherche, ça a été de staffer les équipes pour essayer d'avoir une approche la plus globale possible. Donc ça passe par des évaluations. Il y avait un exemple ici, on parle de blessures musculaires, donc d'imagerie, et puis de produire des rapports individuels pour les athlètes pour que les entraîneurs s'approprient ces outils et encore une fois essayer de prendre des décisions les plus éclairées possibles du point de vue de l'entraînement. Comment ils se les approprient justement, enfin, est-ce qu'ils se les approprient facilement? Alors bah, c'est vraiment tout le, j'ai pas envie de dire toute la difficulté, mais plutôt le défi hyper intéressant d'être dans une relation de confiance et d'avoir le même dialogue pour atteindre cet objectif. Alors il y a des débats dans nos communautés. Est-ce qu'on peut à la fois faire de l'accompagnement en même temps qu'on fait de la recherche? Parce que le simple fait de fournir des nouvelles informations, ça pourrait être considéré comme interventionnel. C'est-à-dire, je donne par exemple une information sur l'élasticité musculaire, qui est une information à laquelle tout le monde n'a pas accès, c'est nouveau pour l'entraîneur, ça peut être considéré comme une intervention. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que, et donc c'est une très bonne question, le temps d'appropriation fait qu'on est relativement à l'aise avec cette idée parce que c'est un temps conséquent, et puis il faut aussi s'assurer pour l'entraîneur que ça a du sens pour lui. Donc l'idée, c'est de proposer de l'information dans des temps courts pour que l'entraîneur se l'approprie, et dans des temps plus longs, se servir de ces captations de données pour aller pour répondre à des questions plus conséquentes. Une fois qu'on a un peu une photographie à 360 degrés de l'athlète, qu'on est capable de le suivre dans le temps sur sa charge d'entraînement, ses habiletés mentales, son comportement, sa nutrition, et qu'on met en relation ces indicateurs avec la performance ou l'incidence des blessures, on va certainement pouvoir isoler des associations de paramètres qui nous permettent de mieux expliquer l'exposition au risque, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Et donc il y a ces 2 temporalités avec lesquelles il faut jongler, mais cette temporalité de rendre compte rapidement, elle est fondamentale, parce que sans ça, on ne crée pas la relation de confiance qui fait tout simplement que le coach a envie de travailler avec vous. Les coachs mettent la pression sur ces sports scientistes parce que, évidemment, alors on va avoir d'autres images quand on parle de blessures, par exemple. Évidemment, les enjeux, ils sont parfois importants. Oui, et c'est délicat parce qu'on est là à essayer d'apporter des solutions, mais on ne vend pas non plus des recettes. On n'est quand même pas fou, on n'est pas en train de leur dire qu'on va éliminer la blessure, ce serait complètement illusoire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tous n'ont pas accès à un niveau d'information plus du point de vue de leur athlète, et tous n'utilisent pas l'intégralité des savoirs disponibles, donc, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres choses à gérer. Donc ce que nous, on leur propose, c'est de leur apporter, encore une fois, ce que je dis souvent, une brique ou une part de camembert supplémentaire dans leur attirail. Évidemment, l'idée n'est pas d'apporter des solutions toutes faites, mais qui prennent des décisions un peu plus éclairées. Et si déjà on a supprimé 1 ou 2 blessures ou qu'on a réduit le temps d'indisponibilité, c'est déjà formidable parce que la performance aux Jeux Olympiques, ça se joue à peu de choses. Mais du coup, on va assez loin. Là, dans les illustrations que vous avez à l'écran, vous voyez, on sait par exemple que la masse musculaire, le volume d'un muscle peut avoir énormément d'importance du point de vue de la performance en sprint, par exemple. C'est vrai pour certains muscles. Et ça peut aussi exposer l'athlète
à un niveau plus ou moins élevé de blessure en fonction de l'équilibre de ses volumes musculaires ou de la manière dont il les utilise quand il sprint. Donc là, on voit très rapidement qu'il va falloir aller à un degré d'analyse qui est très fin, mais le programme prioritaire de recherche nous permet ça, puisqu'on a accès à des financements qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et une disponibilité aussi des fédérations et une sensibilité à cette approche qui n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Donc là, vous avez aussi une illustration. On fait des mesures en laboratoire, donc de l'IRM, on travaille avec des équipes médicales. Donc ça, concrètement, à l'INSEP, c'est je voudrais bien qu'on en remette les images d'avant. Ouais. Concrètement, ça se passe comme ça. À l'INSEP, voilà, vous faites des relevés en conditions réelles. Là. Voilà, donc là, c'était avec l'équipe nationale masculine de rugby à 7. Donc là, ce sont des évaluations annuelles qu'on met en place, où on va analyser très simplement, à l'aide d'un radar, la vitesse de déplacement horizontale lors de sprint, et on le fait dans différentes conditions, à poids de corps, et puis je pense qu'on le voyait bien sur la photo aussi, avec des systèmes motorisés résistifs. On regarde aussi quel est l'impact d'un ajout de charge sur la manière dont il sprint, sur son niveau de performance, et aussi sur la manière dont il utilise les muscles. On aura une petite vidéo juste après. Et donc, ces évaluations nous permettent d'acquérir de la donnée. On screen nos athlètes annuellement, on met en relation ces paramètres avec la performance, éventuellement avec l'incidence des blessures. Et dans les temps courts, ce que je disais tout à l'heure, on essaye de leur restituer ce type de rapport, où là, cette fois-ci, on va pouvoir, je ne vais pas le décrire ici, mais on va pouvoir décrire les capacités de production de force, de puissance et de vitesse de l'athlète. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est que sur les lignes rouges que vous avez sur la partie en bas à droite du rapport, on positionne l'athlète par rapport au gratin mondial. Donc là, ça lui permet... Alors évidemment, les rugbyman ne sont pas là à préparer les JO. Je ne sais pas si vous voulez lire, mais c'est le seuil des 25 meilleures performances, par exemple, là, des finales des championnats du monde de 87 à 2011. Voilà, exactement. Donc par exemple, la moyenne pour ces tout meilleurs athlètes, c'est 10,3 mètres secondes pour la vitesse maximale. Et donc vous voyez qu'en rugby, on est en dessous. Alors c'est pas problématique, on ne demande pas aux joueurs de rugby à 7 d'être en finale du 100 mètres, mais ça donne des perspectives. Et quand on présente ce type d'indicateur aux entraîneurs, ça leur parle, parce que voilà, ils sont capables de voir où ils se positionnent, et en particulier lorsqu'on teste des sprinteurs sur 100 mètres, c'est très parlant. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi de leur proposer des zones d'entraînement adaptées à leurs besoins. Là, on est vraiment dans la notion d'individualisation plus. Alors, on a d'autres images. On revient au sprint, hein, je crois, sur l'utilisation des muscles pendant le sprint. Voilà, donc là, c'est simplement une illustration. Donc là, je vous ai présenté, on va dire, la production de puissance mécanique. Mais on regarde aussi pendant ces sprints, donc c'est ce que vous avez à l'image sur l'écran. Donc sur la cuisse droite, vous voyez un strap qui recouvre en fait des électrodes électromyographiques. Donc ce sont des petits capteurs Bluetooth qui collectent en direct l'activité des muscles. Donc c'est ce que vous voyez sur l'écran. À chaque fois que vous voyez apparaître une bouffée, c'est que le muscle s'active. Et donc là, on va pouvoir à la fois décrire le niveau d'activation, l'amplitude d'activation, mais aussi à quel moment du sprint sont activés les muscles. Et ce que je disais tout à l'heure, est-ce que l'utilisation des muscles est équilibrée ou pas? Parce que ça va être important du point de vue de la performance atteinte et aussi peut-être du risque de blessure auquel est exposé l'athlète. Donc là, on est vraiment sur du cousu humain en matière d'évaluation et potentiellement de recommandations pour l'entraînement. Mais je le redis, ces recommandations utilisant ces outils, c'est quelque chose qui se construit sur des temps plus longs que dans l'immédiat. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est ce que l'avenir nous prépare, mais c'est déjà un peu présent. Un des défis aujourd'hui pour nos métiers, c'est d'arriver à collecter ces informations sans rien demander à l'athlète parce qu'il n'a pas le temps. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo nous offre des perspectives phénoménales puisque, alors là c'est on va dire un essai, c'est absolument pas performant, on le verra si la vidéo tourne parce qu'il s'agit d'une vidéo. C'est un exemple de travail qui a été réalisé avec le CEA où on a essayé à partir de vidéos très simples avec caméra fixe d'extraire le mouvement sans aucun capteur, uniquement à partir d'algorithmes développés dans d'autres contextes. Donc je ne sais pas si on peut faire tourner la vidéo, si elle ne passe pas, ce n'est pas dramatique, mais ça permet de voir que sans aucun capteur, on est capable de capturer cette information. Alors je ne sais pas, non, je crois que la vidéo... C'est pas bien grave. Non. C'est pas grave. L'autre question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert tout ça? Parce que là, on prend beaucoup d'informations, mais d'un point de vue pratique, où est-ce qu'on va? Et donc là, il y a aussi un gap qui est en train d'être franchi dans plein de projets, qui est l'apport du numérique pour procurer ces outils, ces fameux outils d'aide à la décision pour les entraîneurs et les athlètes. Donc là, c'est un exemple de travail qu'on a réalisé, où on a digéré la bibliographie, donc toute la littérature scientifique. Donc là, ça représente quelques centaines d'articles qui permettent de savoir, en fonction des exercices de renforcement, quels sont les muscles qu'on va utiliser.
Donc là, vous voyez bien le lien avec l'évaluation. J'identifie des déficits, des priorités de renforcement chez mon athlète. Qu'est-ce que je vais devoir utiliser? Eh bien, ces plateformes en ligne, accessibles pour l'entraîneur, va lui permettre de dire, bah voilà, je veux renforcer mon biceps fémoral. Quels sont les exercices que je dois utiliser en priorité? Et là, on illustre le propos de départ, qui est de dire l'approche, elle est basée sur de l'évidence scientifique, pas uniquement sur mon savoir d'entraîneur. Et encore une fois, c'est l'entraîneur qui décide. On peut considérer que ce n'est pas utile ou pas pertinent, c'est lui qui décide, mais nous, on est là à proposer ces outils-là. Il les mobilise, il ne les mobilise pas. Le gros avantage là, c'est qu'on rentre dans une démarche où on n'est plus simplement en train de proposer des outils à plat, mais des outils avec lesquels le coach va pouvoir interagir. Il va pouvoir sélectionner les outils, le muscle, il va pouvoir regarder ce que ça donne par rapport à son athlète. Et là, dans la démarche, on n'est plus simplement à fournir du tout cuit. Le coach participe de la démarche et ça participe aussi de l'appropriation des outils, ce que je disais au départ. Voilà. Oui, qui est un des enjeux majeurs. J'ai une dernière question. Gaël, on a l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais qu'il y a encore tellement de choses à faire, non? Oui, bah c'est toujours un peu le défi. Je l'ai dit, on a des moyens qu'on n'avait pas jusqu'à présent, donc c'est formidable. Après, le chantier, il est monumental, donc il faut arriver à fixer les priorités. Et là encore, l'interaction avec les entraîneurs, avec les référents scientifiques des fédérations, il est indispensable pour fixer les priorités et fixer la stratégie. Encore une fois, l'objectif de tout ce travail, c'est d'apporter des briques supplémentaires et d'essayer de gagner du temps, de faire du qualitatif, d'éliminer peut-être le superflu, parce que bon, on était sur la thématique de la prévention de la blessure. Martin, je crois, va en parler juste après. Ça va être très intéressant d'ailleurs. D'arriver à gagner du temps pour que finalement on essaye de gratter des centièmes, des centimètres. Mais encore une fois, le chef d'orchestre reste l'entraîneur et la science est que là pour apporter un outil supplémentaire, une flèche supplémentaire à son carquois. Voilà. Merci, c'est passionnant et je pense que vous avez été vous aussi passionné dans la salle à ce sujet. Merci beaucoup. Merci.